Je n'aurais jamais imaginé que sous la surface figée du Groenland se cachait une cicatrice d'énergie ancestrale, gravée dans la roche depuis des dizaines de millions d'années. Aujourd'hui encore, quand je ferme les yeux, je sens le froid mordant de l'Arctique s'infiltrer dans mes os, j'entends le craquement sourd de la glace sous mes pieds, et je revois ces profils radars qui ont changé à jamais ma compréhension de notre planète. Ce que je m'apprête à raconter n'est pas une fiction. C'est le témoignage d'une expédition qui m'a conduit aux confins du monde connu, là où la Terre conserve encore ses secrets les plus anciens, enfouis sous près d'1 kilomètre de glace millénaire. Je m'appelle Henrik Larsen. J'ai 53 ans au moment où j'écris ces lignes, et j'ai consacré plus de 30 années de ma vie à l'étude des structures d'impact terrestre. Ma formation initiale en géophysique à l'université de Copenhague m'a conduit vers une spécialisation peu commune, la reconnaissance des cicatrices que les corps célestes ont laissées sur notre planète au fil des éons. Cratères d'impact, astroblème, structures de choc, ces termes techniques désignent les vestiges d'événements cataclysmiques qui ont façonné l'histoire de la Terre bien avant l'apparition de l'humanité. Avant le Groenland, j'avais participé à des missions d'études sur le cratère de Chicxulub au Mexique, cette immense structure de 180 km de diamètre responsable de l'extinction des dinosaures, il y a 66 millions d'années. J'avais également travaillé sur le cratère de Vredefort en Afrique du Sud, le plus grand astroblème connu sur Terre, et sur les structures de Sudbury au Canada. Chacune de ces missions m'avait appris quelque chose sur la violence des impacts cosmiques et sur la résilience de notre planète face à ces traumatismes géologiques. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'allais découvrir sous le glacier Hiawatha. Bonsoir, ici La Nuit raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. C'est en février 2019 que tout a commencé. Je me trouvais alors dans mon bureau de l'Institut géologique du Danemark et du Groenland, à Copenhague, plongé dans l'analyse de données sismiques provenant d'une structure suspecte en Australie occidentale. L'hiver danois était particulièrement rude cette année-là. Et la lumière blafarde qui filtrait à travers les fenêtres de mon bureau donnait à mes écrans d'ordinateur une teinte jaunâtre désagréable. Je travaillais sur des modèles de propagation d'ondes sismiques quand mon téléphone a sonné. À l'autre bout du fil, une voix que je ne connaissais pas encore mais que j'allais apprendre à reconnaître entre mille, celle du professeur Kurt Carr, glaciologue de renommée internationale et directeur du Centre de géogénétique de l'Université de Copenhague. Sa voix était calme, posée, mais je percevais une excitation contenue dans son débit légèrement plus rapide que la normale. « Dr Larsen, je suis ravi de vous joindre. J'ai lu vos travaux sur les méthodes de caractérisation des structures d'impact par analyse géochimique, particulièrement votre article sur les signatures isotopiques du platine dans les éjectats de Chicxulub. Impressionnant. » Je les remerciai, intrigué. Les glaciologues ne s'intéressaient généralement pas aux cratères d'impact, du moins pas de manière directe. Leurs préoccupations tournaient autour de la dynamique des calottes glaciaires, du changement climatique, de la montée des eaux. Que pouvait bien me vouloir un spécialiste de la glace? Je vais être direct avec vous, a-t-il poursuivi. Nous avons découvert quelque chose au Groenland, quelque chose d'extraordinaire. Et nous avons besoin d'un expert en structure d'impact pour nous aider à comprendre ce que nous avons sous les yeux. Il m'a alors expliqué les grandes lignes de la découverte. Depuis plusieurs années, son équipe utilisait des avions équipés de radars à pénétration de glace pour cartographier le socle rocheux sous la calotte Croshaw. Il m'a alors expliqué les grandes lignes de la découverte. Ces campagnes de mesure, financées en partie par la NASA dans le cadre du programme Operation Icebridge, avait pour objectif principal d'évaluer l'épaisseur de la glace et de modéliser sa réponse au réchauffement climatique. Mais lors de l'analyse des données recueillies au-dessus du glacier Hiawatha, dans le nord-ouest du Groenland, quelque chose d'inattendu était apparu sur les écrans. Une forme circulaire, presque parfaite, d'environ 31 km de diamètre, enfouie sous près d'1 kilomètre de glace. Au début, nous avons cru à une erreur de traitement des données, m'a confié Carr. Un artefact du signal radar peut-être. Mais plus nous analysions les profils, plus la structure se précisait. Il y a une dépression nette, un rebord surélevé sur le pourtour, et ce qui ressemble à un pic central. Dr Larsen, je ne suis pas spécialiste des impacts,
Mais même moi, je reconnais la signature d'un cratère quand j'en vois un. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Un cratère d'impact de 31 km de diamètre, cela signifiait un projectile d'au moins 1 km, peut-être plus. Une énergie de plusieurs millions de mégatonnes de TNT libérée en quelques secondes. Une catastrophe planétaire à l'échelle régionale, voire globale selon les circonstances de l'impact. Et cette structure était restée cachée sous la glace pendant des millions d'années, invisible aux yeux du monde jusqu'à ce que les ondes radar perçant son linceul glacé. J'organise une mission de terrain pour l'été prochain, a conclu Tchar. Nous allons effectuer des prélèvements de sédiments dans les rivières proglaciaires qui drainent le glacier, analyser les matériaux transportés depuis le cratère. J'aimerais que vous fassiez partie de l'équipe. Votre expertise nous sera indispensable pour confirmer ou infirmer l'origine météoritique de cette structure. Je n'ai pas hésité une seconde. En raccrochant le téléphone, j'avais déjà commencé à dresser mentalement la liste des analyses géochimiques que nous devrions effectuer, des marqueurs d'impact que nous devrions rechercher. Le quartz choqué, bien sûr, avec ses lamelles de déformation planaire caractéristiques. Les verres d'impact, ces matériaux fondus puis resolidifiés par la chaleur extrême de la collision. Les anomalies en éléments du groupe du platine, signature géochimique des météorites métalliques, et peut-être, si nous avions de la chance, des sphéroïdes d'impact, ces gouttelettes de roches fondues projetées dans l'atmosphère et retombées en pluie de verre sur des centaines de kilomètres. Les mois qui ont suivi ont été consacrés à la préparation. J'ai relu toute la littérature disponible sur la géologie du nord-ouest du Groenland, sur les formations rocheuses précambriennes qui constituaient le socle de cette région, sur les caractéristiques des impacts sur substrat cristallin. J'ai également étudié en détail les profils radars fournis par l'équipe de CAR, passant des heures à examiner chaque ligne de données, chaque anomalie de signal. Plus je regardais ces images, plus ma conviction se renforçait. Cette structure circulaire n'était pas un accident géologique. Elle n'était pas le résultat de l'érosion glaciaire, ni d'une activité volcanique ancienne. Elle portait toutes les caractéristiques morphologiques d'un cratère d'impact complexe, à un diamètre supérieur à 4 km, seuil au-delà duquel les cratères terrestres développent un pic central plutôt qu'une simple cuvette, un rebord annulaire surélevé, vestige de la couronne de débris éjectés lors de l'impact, et une profondeur relative cohérente avec les modèles de formation des astroblèmes. Ce que je ne pouvais pas encore déterminer, c'était l'âge de cette structure. Et cette question allait devenir le cœur de notre mission, et de mes tourments. Le 15 juillet 2019, j'ai embarqué à bord d'un Hercules C-130 de la garde nationale aérienne danoise sur la piste de l'aéroport de Kangerlussuaq, au Groenland. C'était ma première fois sur la grande île arctique, et malgré mes années d'expérience dans des environnements hostiles, j'ai ressenti un frisson particulier en descendant de l'avion sur le tarmac balayé par un vent glacial. Kangerlussuaq, autrefois connu sous son nom danois de Sandrestrandjord, est la principale porte d'entrée du Groenland, un ancien aéroport militaire américain reconverti en hub logistique pour les expéditions scientifiques. La ville elle-même n'est guère plus qu'un village de quelques centaines d'habitants permanents, blotti au fond d'un fjord interminable qui s'enfonce sur près de 170 km dans les terres. C'est l'un des endroits les plus secs du Groenland, protégé des précipitations par les montagnes côtières, et l'un des seuls où la calotte glaciaire ne descend pas jusqu'à la mer. J'ai passé 2 jours à Kangerlussuaq, le temps de finaliser les préparatifs logistiques avec le reste de l'équipe. Nous étions 12 au total, 4 glaciologues, dont Kurt Kjær lui-même, 2 géophysiciens spécialisés en radar, 3 géochimistes, dont moi-même, un ingénieur en forage, et 2 techniciens de terrain chargés de la maintenance des équipements et de la sécurité. L'équipe était internationale, danois, suédois, allemand, américain, et multilingue, bien que l'anglais soit notre lingua franca. Le 17 juillet, nous avons décollé de Kangerlussuaq à bord d'un Twin Otter, un petit avion à hélice capable de se poser sur des pistes improvisées de neige ou de gravier. Notre destination, un camp de base temporaire établi à proximité du glacier Hiawatha, dans le district d'Ingefjordland, tout au nord-ouest du Groenland. Plus de 1200 km de vol au-dessus de la calotte glaciaire,
cette immensité blanche et monotone qui recouvre 80% de l'île. Je me souviens de ce vol comme d'une expérience quasi hypnotique. Pendant des heures, nous avons survolé un paysage d'une pureté absolue, une étendue de glace et de neige qui semblait infinie, à peine interrompue par les ombres des nunataks. Ces pics rocheux qui émergent de la glace comme des îles dans un océan blanc. Le soleil de minuit arctique baignait tout d'une lumière dorée irréelle, sans ombre ni contraste, qui donnait au paysage une qualité onirique. À mesure que nous approchions de notre destination, la topographie a commencé à changer. La calotte glaciaire, jusqu'alors parfaitement plane, s'est mise à onduler, à se fissurer. Des crevasses sont apparues, d'abord isolées, puis de plus en plus nombreuses, dessinant sur la surface de la glace des motifs géométriques complexes. Nous survolions maintenant la zone de transition entre la calotte centrale et les glaciers émissaires qui drainent la glace vers la mer. Et puis, soudain, je l'ai vu, le glacier Hiawatha. Vu du ciel, c'est une langue de glace d'environ 50 km de long sur 20 de large, qui s'écoule depuis le cœur de la calotte vers le fjord d'Anglefield. Sa surface est chaotique, tourmentée, hérissée de séracs et de crevasses qui témoignent de la violence des forces qui le traversent. Contrairement aux glaciers alpins que j'avais pu observer en Europe, celui-ci n'est pas confiné dans une vallée. Il s'étale librement sur le socle rocheux, ne rencontrant aucun obstacle jusqu'à ce qu'il atteigne la mer où il vèle en icebergs monumentaux. Mais ce qui m'a frappé, ce qui m'a coupé le souffle, c'est ce que j'ai cru percevoir dans la géométrie du glacier lui-même. Une courbure subtile, presque imperceptible, dans le tracé de ses bords. Une dépression à peine visible dans le profil de sa surface, comme si la glace, en s'écoulant par-dessus le cratère enfoui, avait conservé une mémoire de sa forme, une empreinte fantomatique de la structure qu'elle recouvrait. Je savais que c'était probablement une illusion, un effet de mon imagination surexcitée. Les glaciers sont des systèmes dynamiques complexes, et leur morphologie dépend de dizaines de facteurs, la topographie du socle, la température de la glace, le taux de précipitation, la vitesse d'écoulement. Il aurait été extraordinaire que la forme du cratère se reflète aussi clairement à la surface. Et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de regarder, de chercher des indices, des confirmations de ce que je savais déjà grâce aux données radar. Quelque part sous cette glace, à près d'1 kilomètre de profondeur, se cachait l'une des plus grandes structures d'impact jamais découvertes sur Terre. Et j'allais être l'un des premiers humains à en recueillir les preuves tangibles. Notre camp de base avait été établi sur une moraine latérale du glacier, une accumulation de débris rocheux transportés et déposés par la glace au fil des millénaires. C'était un site relativement stable, à l'abri des crevasses et des mouvements glaciaires les plus violents, mais suffisamment proche du front du glacier pour nous permettre d'accéder aux rivières proglaciaires qui drainaient les eaux de fonte. Le camp lui-même était spartiate mais fonctionnel, une demi-douzaine de tentes arctiques de couleur orange vif, conçues pour résister à des vents de plus de 100 km à l'heure, un abri de communication abritant notre équipement radio et satellite, une tente laboratoire où nous allions effectuer les analyses préliminaires de nos échantillons. Et une tente mess ou Ouégis. En descendant du Twin Otter, j'ai été saisi par le froid. Non pas un froid ordinaire, celui d'un hiver européen ou d'une nuit de montagne, mais un froid arctique, pénétrant, qui semblait s'infiltrer directement dans les eaux, malgré les multiples couches de vêtements techniques. La température affichait -8 degrés Celsius, relativement clément pour cette latitude dans l'été, mais le vent qui soufflait depuis la calotte ajoutait un facteur de refroidissement éolien qui faisait chuter le ressenti bien en dessous de -20. Et puis il y avait le silence. Je n'avais jamais connu un silence aussi profond, aussi total. Pas un bruit de circulation, pas un chant d'oiseau, pas un murmure de feuillage. Rien que le souffle du vent sur la glace et, de temps à autre, un craquement sourd venu des entrailles du glacier, comme un grondement de tonnerre lointain. C'était un silence qui pesait sur les oreilles, qui forçait à l'introspection, qui rappelait à quel point nous étions seuls, isolés, perdus aux confins du monde habité. Cette première nuit au camp, si l'on peut appeler nuit cette période de lumière perpétuelle, où le soleil se contentait de tourner autour de l'horizon sans jamais se coucher, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Allongé dans mon sac de couchage, les yeux fixés sur la toile orange de ma tente que le soleil de minuit rendait incandescente,
Je pensais au cratère qui dormait sous la glace, à quelques kilomètres de là. Je pensais à l'astéroïde qu'il avait creusé, ce bloc de métal et de roches venu des confins du système solaire, voyageant peut-être depuis des milliards d'années avant de rencontrer notre planète dans une collision d'une violence inimaginable. Qu'est-ce qui se trouvait là, à l'endroit de l'impact, au moment de la collision? Une forêt primitive, un océan peu profond, un désert de sable. Quelle forme de vie avait été anéantie en une fraction de seconde, vaporisée par la chaleur de l'impact ou ensevelie sous des kilomètres de débris? Et quel âge avait cette cicatrice? Des millions d'années, des dizaines de millions, ou bien, et cette hypothèse faisait encore débat dans la communauté scientifique, quelques dizaines de milliers d'années seulement, ce qui aurait des implications stupéfiantes pour l'histoire récente de notre planète. Ces questions tournaient dans ma tête, tandis que le vent arctique faisait claquer les aubans de ma tente. Je ne savais pas encore que les réponses que nous allions trouver seraient plus complexes, plus troublantes et plus lourdes de conséquences que tout ce que j'avais pu imaginer. Les premiers jours au camp ont été consacrés à l'installation des équipements et à la reconnaissance du terrain. Kurt Carr avait apporté avec lui les dernières données radar collectées lors des survols aériens, et nous avons passé de longues heures dans la tente laboratoire à examiner ces profils sur nos écrans d'ordinateur, à discuter des interprétations possibles, à planifier nos prélèvements. Les images radar étaient saisissantes. La technique que nous utilisions, appelée radio-écho-sondage ou RES, radio-écho-sounding, consiste à émettre des impulsions d'ondes radio vers le sol et à enregistrer les échos renvoyés par les différentes couches de glace et par le socle rocheux. En analysant le temps de retour de ces échos et leur intensité, on peut reconstituer une coupe verticale du glacier et de son substrat comme une sorte d'échographie de la calotte glaciaire. Sur les profils du glacier Hiawatha, la signature du cratère était indéniable. Là où le socle rocheux aurait dû présenter une topographie irrégulière mais essentiellement plane, on voyait apparaître une dépression circulaire d'une netteté remarquable. Le fond du cratère se trouvait à environ 320 mètres sous le niveau de la surface rocheuse environnante. Une profondeur considérable qui témoignait de la violence de l'impact. Le rebord externe, légèrement surélevé, dessinait un anneau presque parfait d'environ 30 et 1 km de diamètre. Et au centre de la structure, là où les modèles théoriques prédisaient la présence d'un pic central formé par le rebond élastique de la croûte terrestre après l'impact, on distinguait effectivement une élévation, une protubérance qui s'élevait à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du fond du cratère. C'est la structure d'impact la plus grande jamais découverte sous une calotte glaciaire, m'a dit Carr lors de notre première réunion d'équipe, et l'une des 25 plus grandes connues sur Terre, toutes catégories confondues. J'ai hoché la tête, impressionné malgré moi. Un cratère de 30 et 1 km de diamètre impliquait un impacteur, l'astéroïde ou la comète responsable de la collision, d'environ 1 km à 1 km et demi de diamètre. Pour mettre ce chiffre en perspective, l'astéroïde qui a provoqué l'extinction des dinosaures faisait environ 10 km de diamètre. Celui de Hiawatha était plus petit, certes, mais suffisamment gros pour avoir causé des dévastations à l'échelle continentale, voire globale selon les circonstances de l'impact. La question clé maintenant, ai-je dit, c'est de confirmer l'origine météoritique de cette structure et de déterminer son âge. La morphologie seule ne suffit pas. Il nous faut des preuves pétrographiques et géochimiques. C'était là tout l'enjeu de notre mission. Sur Terre, de nombreux processus géologiques peuvent créer des dépressions circulaires, l'effondrement de chambres magmatiques, l'érosion différentielle de roches de dureté différentes, la dissolution de formations salines souterraines. Pour prouver qu'une structure est bien un cratère d'impact, il faut identifier des marqueurs de choc, des déformations et des transformations minéralogiques qui ne peuvent se produire qu'à des pressions et des températures extrêmes, caractéristiques des impacts hypervéloces. Le marqueur le plus recherché est le quartz choqué, également appelé quartz à lamelles de déformation planaire ou PDF, Planar Deformation Features. Lors d'un impact, l'onde de choc qui se propage dans la roche atteint des pressions de plusieurs dizaines de gigapascales, des millions de fois la pression atmosphérique, en quelques millisecondes. À ces pressions,
Les cristaux de quartz subissent des déformations caractéristiques, des plans de fractures microscopiques, orientés selon des directions cristallographiques spécifiques, qui apparaissent sous le microscope comme des lignes parallèles traversant le grain. Ces structures sont pathognomoniques des impacts. Aucun autre processus naturel connu ne peut les produire. D'autres marqueurs incluent les vers d'impact, formés par la fusion puis le refroidissement rapide de la roche cible, les minéraux de haute pression comme la coésite et la stichovite, forme dense du dioxyde de silicium qui ne se forme qu'à des pressions extrêmes, et les anomalies géochimiques en éléments du groupe du platine PGE qui sont beaucoup plus abondants dans les météorites que dans la croûte terrestre. Pour trouver ces marqueurs, nous avions deux approches complémentaires. La première consistait à prélever des sédiments dans les rivières proglaciaires qui drainaient le glacier Hiawatha. Ces cours d'eau, alimentés par la fonte de la glace à la base du glacier, transportaient vers la mer des particules arrachées au socle rocheux, y compris, potentiellement, des matériaux provenant du cratère lui-même. En filtrant et en analysant ces sédiments, nous pouvions espérer récupérer des grains de quartz choqués ou des fragments de verre d'impact sans avoir à forer à travers 1 kilomètre de glace. La seconde approche, plus ambitieuse, consistait à effectuer des forages exploratoires dans la glace pour récupérer des carottes atteignant le socle rocheux. Ces forages nous permettraient non seulement de prélever des échantillons de roches directement dans le cratère, mais aussi d'analyser les couches de glace accumulées au-dessus et d'y rechercher d'éventuelles retombées de l'impact, des microparticules d'éjecta qui auraient pu se déposer sur la surface du glacier au moment de la collision. Si celle-ci était suffisamment récente. Dès le 3e jour, nous avons commencé les prélèvements de sédiments. J'ai accompagné l'équipe de géochimistes jusqu'au front du glacier, là où les eaux de fonte émergeaient en torrents boueux glacés. Le spectacle était impressionnant. Un mur de glace d'une 30aine de mètres de haut, strié de bandes sombres, les sédiments incorporés dans la glace au fil de son écoulement, d'où jaillissaient des cascades d'eau laiteuse chargées de particules en suspension. Nous avons installé notre équipement de prélèvement sur la rive d'un de ces torrents, à quelques centaines de mètres du front glaciaire. Le travail était physiquement éprouvant. Il fallait pomper des centaines de litres d'eau glacée à travers des filtres de plus en plus fins, récupérer les résidus, les conditionner dans des sachets stériles pour analyse ultérieure. Le froid mordait les doigts malgré les gants, et l'eau qui éclaboussait nos combinaisons gelait presque instantanément au contact de l'air. Mais l'excitation scientifique compensait largement l'inconfort physique. Chaque gramme de sédiments que nous récoltions était potentiellement porteur d'informations cruciales sur l'histoire du cratère. Chaque grain de sable, chaque fragment de roche pouvait être le témoin d'un événement cataclysmique survenu il y a des millions d'années. Les premiers résultats sont tombés au bout d'une semaine. Anna Björk, notre géochimiste suédoise spécialisée en pétrographie des impacts, avait passé des jours entiers à examiner au microscope les fractions sableuses de nos prélèvements. Un soir, alors que nous dînions dans la tente messe, elle est entrée avec un air de triomphe contenu sur le visage. « Je l'ai trouvé », a-t-elle dit simplement. Elle a posé sur la table une série de photographies prises au microscope polarisant. Sur ces images, on voyait des grains de quartz translucides, parfaitement ordinaires en apparence, mais traversés par des lignes fines et parallèles, les fameuses lamelles de déformation planaire. Quartz choqué, a confirmé Anna. 3 orientations cristallographiques différentes, ce qui indique des pressions d'au moins 15 gigapascales. C'est la signature d'un impact, aucun doute possible. Un murmure d'excitation a parcouru l'équipe. Nous avions notre première preuve tangible. Le cratère de Hiawatha n'était pas une anomalie géologique ordinaire, c'était bien le vestige d'une collision cosmique. Mais ce n'était que le début. Dans les jours qui ont suivi, nous avons identifié d'autres marqueurs d'impact dans nos sédiments, des grains de verre d'impact, des clastes de roches fondues et découvertes particulièrement excitantes, des traces de fer météoritique, des microparticules enrichies en nickel et en cobalt qui ne pouvaient provenir que d'un impacteur métallique. Un astéroïde de fer, ai-je dit en examinant les données, ou du moins un astéroïde à forte composante métallique. C'est cohérent avec la morphologie du cratère. Les impacteurs métalliques sont plus denses et plus résistants que les astéroïdes rocheux ou les comètes, ils pénètrent plus profondément dans la cible avant d'exploser, ce qui produit des cratères relativement plus profonds et plus nets.
Kurt qui a hoché la tête. C'est exactement ce que suggèrent les modèles. D'après nos calculs, l'impacteur devait faire environ 1,2 km de diamètre et se déplacer à une vitesse d'environ 20 km par seconde au moment de l'impact. L'énergie libérée aurait été de l'ordre de plusieurs centaines de millions de mégatonnes de TNT, assez pour vaporiser instantanément des dizaines de kilomètres cubes de roches et projeter des débris à des centaines de kilomètres à la ronde. Ces chiffres donnaient le vertige. À titre de comparaison, la plus puissante bombe nucléaire jamais testée, la Tsar Bomba soviétique de 1961, avait une puissance d'environ 50 mégatonnes. L'impact de Hiawatha avait libéré une énergie des millions de fois supérieure. C'était l'équivalent de plusieurs extinctions de masse concentrées en une fraction de seconde. Mais une question cruciale restait en suspense. Quand cet impact s'était-il produit? La datation d'un cratère d'impact est toujours un défi technique et scientifique. Contrairement aux fossiles ou aux roches volcaniques, qui peuvent être datées par des méthodes radiométriques relativement directes, les structures d'impact ne se prêtent pas facilement à la chronologie absolue. L'impact lui-même ne produit pas de minéraux datables de manière simple, il détruit et transforme les matériaux préexistants sans nécessairement remettre à zéro les horloges isotopiques. Pour le cratère de Hiawatha, le problème était encore compliqué par la présence de la calotte glaciaire. Nous n'avions pas accès direct aux roches du cratère. Nous ne pouvions analyser que les matériaux transportés par l'érosion glaciaire, des fragments arrachés à leur contexte géologique d'origine et mélangés à d'autres débris le long de leur parcours jusqu'aux rivières proglaciaires. Malgré ces difficultés, nous avions plusieurs pistes pour contraindre l'âge de l'impact. La première piste était stratigraphique. Les profils radars montraient que le cratère était recouvert par une épaisseur de glace relativement uniforme, sans discontinuité majeure visible. Cela suggérait que l'impact s'était produit avant la mise en place de la calotte glaciaire actuelle, autrement dit il y a au moins plusieurs millions d'années, puisque la glaciation du Groenland remonte au Pliocène il y a environ 3 millions d'années, mais cette contrainte était assez lâche. 3 millions d'années, c'était un minimum. L'impact pouvait être beaucoup plus ancien. La deuxième piste était géochimique. En analysant les compositions isotopiques des matériaux d'impact, verre, clastes fondus, fragments métalliques, nous pouvions espérer obtenir des âges radiométriques. La méthode la plus prometteuse était la datation argon-argon, qui mesure la désintégration du potassium 40 en argon 40 dans les minéraux. Lors d'un impact, la chaleur extrême peut remettre à zéro le chronomètre argon en expulsant l'argon préexistant des minéraux. L'argon qui s'accumule ensuite reflète le temps écoulé depuis l'impact. Anna avait identifié dans nos échantillons plusieurs grains de feldspath potassique provenant des verres d'impact, des candidats parfaits pour la datation argon-argon. Nous avons préparé ces échantillons pour analyse, mais les mesures elles-mêmes devraient attendre notre retour au laboratoire de Copenhague où nous disposions des spectromètres de masse nécessaires. En attendant, nous avons exploré une troisième piste, l'analyse des carottes de glace. L'idée était la suivante, si l'impact de Hiawatha s'était produit relativement récemment, disons, au cours des derniers 100 000 ans, il aurait dû laisser des traces dans les archives glaciaires du Groenland. Les grands impacts projettent dans l'atmosphère d'énormes quantités de poussière et d'aérosols qui retombent ensuite sur toute la surface de la Terre, y compris sur les calottes glaciaires. En analysant les carottes de glace prélevées sur le glacier Hiawatha ou dans d'autres sites groenlandais, nous pouvions rechercher ces retombées d'impact, des pics de concentration en certains éléments, iridium, platine, nickel, des microparticules de verre ou de roches fondues, des anomalies chimiques caractéristiques. Cette approche présentait un intérêt particulier pour une raison qui dépassait la simple curiosité géologique. Depuis plusieurs années, certains chercheurs avaient émis l'hypothèse que l'impact de Hiawatha pourrait être lié au Dryas récent, une période de refroidissement climatique brutal survenue il y a environ 12 800 ans. Cet épisode, qui avait interrompu le réchauffement post-glaciaire et plongé l'hémisphère nord dans des conditions quasi-glaciaires pendant plus d'un millénaire, restait mal expliqué par les théories conventionnelles. Certains scientifiques avaient proposé qu'un impact cosmique, peut-être celui de Hiawatha,
pourrait avoir déclenché ce refroidissement en projetant dans l'atmosphère suffisamment de débris pour bloquer partiellement le rayonnement solaire. C'était une hypothèse séduisante mais controversée. Si elle s'avérait exacte, elle signifierait que l'impact de Hiawatha avait affecté directement l'histoire humaine, car le Dryas récent avait coïncidé avec des changements majeurs dans les populations humaines de l'époque, notamment la disparition de la culture Clovis en Amérique du Nord et l'extinction de nombreuses espèces de mégafaune. Kurt Carr n'avait jamais caché son intérêt pour cette hypothèse. C'était d'ailleurs en partie ce qui avait motivé la découverte initiale. En cherchant des preuves d'un impact récent au Groenland, son équipe avait fini par tomber sur le cratère de Hiawatha. Si nous pouvons prouver que l'impact date du Dryas récent, m'avait-il dit lors de notre premier entretien téléphonique, ce sera l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la géologie. Nous aurons établi un lien direct entre un événement cosmique et un changement climatique majeur qui a affecté l'humanité. Je comprenais son enthousiasme, mais en tant que spécialiste des impacts, j'avais appris à me méfier des hypothèses trop séduisantes. La nature a souvent des réponses plus complexes et moins spectaculaires que celles que nous imaginons. Et plusieurs indices dans nos données préliminaires me rendaient sceptique quant à un âge aussi récent pour le cratère. D'abord, l'état de conservation de la structure. Les profils radars montraient un cratère dont les contours étaient remarquablement nets, certes, mais dont le fond était partiellement comblé par des sédiments glaciaires. Ce remplissage suggérait une histoire longue, avec de multiples cycles de glaciation et de déglaciation ayant transporté des matériaux dans la dépression. Un cratère vieux de seulement 12 800 ans n'aurait pas eu le temps d'accumuler autant de sédiments. Ensuite, l'absence de couches d'éjecta identifiables dans les carottes de glace existantes. Les forages profonds réalisés au Groenland au cours des dernières décennies, notamment les carottes Glip, Gisp 2 et Ngerip, avaient permis de reconstituer l'histoire climatique de la région sur plus de 100 000 ans. Si un impact majeur s'était produit il y a 12 800 ans, on aurait dû en trouver la signature dans ces archives. Un horizon de poussière, un pic chimique, une anomalie quelconque. Or, rien de tel n'avait été détecté à cette date dans les carottes existantes. Certes, on pouvait arguer que les sites de forage étaient éloignés du cratère et que les retombées d'impact avaient pu être localisées. Mais un impacteur d'1 kilomètre de diamètre aurait produit des éjectats à l'échelle continentale, sinon globale. L'absence de signal dans les carottes était troublante. J'ai partagé ces doutes avec Gaïa lors d'une de nos réunions vespérales, alors que le soleil de minuit rampait le long de l'horizon dans une lumière orange sang. « Je comprends ton scepticisme, Henrik, m'a-t-il répondu. Mais n'oublions pas que nous n'avons pas encore analysé les carottes prélevées directement sur le glacier Hiawatha. Les retombées d'impact les plus denses seraient déposées à proximité immédiate du cratère. C'est là qu'il faut chercher. » Il avait raison, bien sûr. Nos forages exploratoires dans la glace du Hiawatha allaient peut-être révéler ce que les autres carottes avaient manqué. Et même si l'impact s'avérait plus ancien que le Dryas récent, cela resterait une découverte majeure, la mise au jour de l'un des plus grands cratères d'impact de la Terre, caché depuis des millions d'années sous la glace. Mais je ne pouvais pas me défaire d'un malaise diffus. Quelque chose dans cette histoire ne collait pas tout à fait. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais le dessin qui émergeait était plus flou, plus ambigu que je ne l'aurais voulu. Et j'avais l'intuition que les réponses définitives nous échapperaient encore longtemps. Peut-être toujours. Les forages ont commencé au début de notre 3e semaine sur le terrain. Nous avions identifié 3 sites de forage à l'intérieur du périmètre du cratère, déterminés à partir des profils radars pour minimiser l'épaisseur de glace à travers ces trous, en atteignant des zones géologiquement significatives du socle rocheux. L'équipement de forage était une merveille de technologie adaptée aux conditions extrêmes. Le carottier principal, un système à câble électromécanique développé par l'Université de Copenhague, pouvait extraire des cylindres de glace de 10 cm de diamètre et de 2 mètres de long à chaque descente. La foreuse était alimentée par un générateur diesel dont le ronronnement constant est devenu la bande sonore de nos journées de travail. Le premier site de forage se trouvait à environ 5 km du camp de base, sur une zone relativement plane du glacier où l'épaisseur de glace était estimée à 640 mètres. C'était encore considérable
mais moins que le kilomètre de glace qui recouvrait les parties les plus profondes du cratère. Je me souviens de la première descente du carottier, comme d'un moment de tension intense. Nous étions tous rassemblés autour du portique de forage, les yeux fixés sur le câble qui s'enfonçait lentement dans le trou, nos souffles formant des panaches de vapeur dans l'air glacial. Le treuil gémissait sous l'effort, le câble se déroulait mètre après mètre, et nous attendions. Les premières carottes extraites étaient constituées de glace relativement récente, quelques milliers d'années tout au plus, d'après les estimations préliminaires basées sur les taux d'accumulation de neige dans cette région. Cette glace était compacte, bleutée, parsemée de bulles d'air piégées, qui contenaient des échantillons de l'atmosphère du passé. En examinant ces carottes, les glaciologues de l'équipe pouvaient retracer l'histoire climatique de la région, identifier les années de forte ou de faible accumulation, repérer les éruptions volcaniques majeures grâce aux dépôts d'acide sulfurique qu'elles avaient laissés. Mais ce n'était pas la glace récente qui m'intéressait. Je voulais atteindre les couches profondes, celles qui s'étaient formées il y a des dizaines de milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années. Et plus encore, je voulais atteindre le socle rocheux, là où les secrets du cratère étaient enfermés. Jour après jour, le forage progressait. 20 mètres, 50 mètres, 100 mètres. À chaque nouvelle carotte extraite, nous notions les caractéristiques de la glace, sa densité, sa couleur, la taille et la distribution des bulles d'air, la présence éventuelle de débris ou d'anomalies. Les couches s'empilaient dans notre chambre froide improvisée, étiquetées, cataloguées, prêtes pour les analyses qui suivraient. À mesure que nous nous enfoncions dans les profondeurs du glacier, la nature de la glace changeait. Les bulles d'air disparaissaient progressivement, comprimées par le poids des couches supérieures jusqu'à se dissoudre dans la matrice glacée. La glace devenait plus dense, plus translucide, prenant une teinte bleutée qui virait parfois au vert ou au gris selon les impuretés présentes. Nous traversions des millénaires à chaque mètre, remontant le temps à travers les archives gelées de la Terre. À 300 mètres de profondeur, nous avons rencontré une première anomalie. C'était une couche de glace plus sombre que les autres, d'une épaisseur d'environ 20 cm, qui tranchait nettement sur le bleu limpide des couches environnantes. En examinant cette carotte à la loupe, j'ai vu qu'elle était chargée de fines particules de poussière, si nombreuses qu'elles donnaient à la glace une teinte grisâtre. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé à Carr, qui se tenait à côté de moi dans la tente laboratoire. Il a froncé les sourcils, tournant la carotte entre ses mains gantées. Difficile à dire sans analyse. Ça pourrait être une couche de retombées volcaniques, une éruption majeure quelque part dans le monde qui aurait projeté des cendres jusqu'ici. Ou bien... Il n'a pas terminé sa phrase, mais je savais ce qu'il pensait. Ou bien des retombées d'impact. Nous avons prélevé des échantillons de cette couche sombre pour analyse ultérieure. Mais même à l'œil nu, je pouvais voir que les particules qu'elle contenait n'avaient pas l'aspect vitreux et anguleux des cendres volcaniques typiques. Elles semblaient plus arrondies, plus régulières, comme des gouttelettes de matière fondue puis solidifiée, des sphérules, peut-être, ces billes microscopiques de verre qui se forment lors des impacts et retombent en pluie sur des milliers de kilomètres. J'ai passé la nuit suivante à examiner ces particules au microscope, dans la lumière tamisée de la tente laboratoire. Ce que j'ai vu m'a troublé plus que je ne veux l'admettre. Les particules étaient bien des sphérules. Des billes de verre presque parfaites, de quelques dizaines à quelques centaines de micromètres de diamètre. Leur composition chimique, estimée à partir de leur indice de réfraction et de leur couleur sous lumière polarisée, suggérait une origine basaltique ou andésitique, compatible avec la fusion de roches cristal lors d'un impact. Certaines contenaient des inclusions métalliques, des gouttelettes de fer-nickel qui brillaient comme de minuscules étoiles dans le verre sombre. C'était, sans aucun doute possible, des sphérules d'impact, mais à quelle profondeur se trouvait cette couche ? 300 mètres, dans une région où le taux d'accumulation de neige était estimé à environ 30 cm par an en équivalent eau. Cela donnait un âge approximatif de... quelques milliers d'années ? Peut-être 10 000 ans ? C'était cohérent avec l'hypothèse du Dryas récent. J'aurais dû être enthousiaste. Nous avions peut-être trouvé la preuve que l'impact de Hiawatha était récent, qu'il avait affecté l'histoire humaine, qu'il était responsable d'un des épisodes climatiques les plus mystérieux des derniers millénaires. Mais quelque chose me retenait. Une intuition, un malaise que je n'arrivais pas à formuler clairement.
Cette couche de sphérules était-elle vraiment liée au cratère de Hiawatha? Ou bien s'agissait-il des retombées d'un autre événement, peut-être l'éruption d'un supervolcan quelque part dans le monde, dont les éjectats auraient été transportés jusqu'au Groenland par les vents stratosphériques? Il me fallait plus de données. Il me fallait atteindre le socle rocheux, prélever les échantillons directement dans le cratère, dater ces matériaux avec des méthodes fiables. Tant que je n'aurais pas ces preuves en main, je ne pouvais pas me permettre de tirer des conclusions. Le forage s'est poursuivi pendant 2 semaines encore. 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres. La glace devenait de plus en plus difficile à extraire, comprimée par des millions de tonnes de pression, fracturée par les mouvements lents mais inexorables du glacier. Plusieurs fois, le carottier s'est coincé dans le trou, nous obligeant à des manœuvres délicates pour le libérer sans perdre l'équipement. Et puis, le 8 août 2019, à 637 mètres de profondeur, le carottier a touché le fond. Je me souviens du bruit qu'a fait le treuil quand la résistance a soudain augmenté. Un gémissement métallique, suivi d'un à-coup brutal qui a fait trembler tout le portique de forage. Lars, notre ingénieur de forage, a immédiatement coupé la descente et lancé la remontée. Nous avons attendu en silence pendant que le câble se rembobinait lentement, mètre après mètre. Le soleil arctique rasait l'horizon, projetant des ombres interminables sur la surface de la glace. Le vent était tombé, et le silence était si profond que j'entendais les battements de mon propre cœur. Quand le carottier est enfin sorti du trou, nous nous sommes tous précipités pour voir ce qu'il contenait. La carotte était différente de toutes celles que nous avions extraites jusqu'alors. Sa partie supérieure était constituée de glace, certes, mais d'une glace sale, chargée de sédiments, d'un gris brunâtre qui contrastait violemment avec le bleu des couches supérieures. Et sa partie inférieure n'était pas de la glace du tout. C'était de la roche. Une roche sombre, presque noire, à la texture vitreuse et aux reflets irisés. Une roche qui n'avait rien à voir avec les granites et les gneiss qui constituent normalement le socle du Groenland. Une roche qui, j'en étais certain dès le premier regard, n'avait pu se former que dans les conditions extrêmes d'un impact météoritique. J'ai pris la carotte entre mes mains tremblantes, de froid ou d'émotion, je ne saurais le dire, et je l'ai examinée à la lumière du soleil de minuit. La surface de la roche était lisse, presque polie, marquée de stries et de rainures qui témoignaient des contraintes énormes qu'elle avait subies. Par endroits, je distinguais des clastes plus clairs enchâssés dans la matrice sombre. Des fragments de roches préexistantes, arrachés au socle par l'impact et incorporés dans le magma d'impact avant sa solidification. C'était une suévite, une brèche d'impact formée par le mélange chaotique de roches fondues, partiellement fondues et broyées lors de la collision. C'était la signature la plus caractéristique, la plus indiscutable d'un cratère d'impact. Nous avions touché le cœur du mystère. Les semaines qui ont suivi la récupération de cette première carotte de fond ont été parmi les plus intenses de ma carrière scientifique. Nous avons multiplié les prélèvements, les analyses, les discussions, travaillant parfois 20 heures d'affilée dans la lumière perpétuelle de l'été arctique. Les échantillons de suivite que nous avions récupérés étaient d'une richesse extraordinaire. Au microscope, j'y ai identifié tous les marqueurs classiques d'un impact majeur, quartz choqués à la mêle de déformations planaires multiples, verres d'impact de composition variée, clastes de roches cibles, granit, gneiss, amphibolite, plus ou moins digérés par la fusion partielle. J'ai également trouvé des traces de minéraux de haute pression, notamment ce qui ressemblait à de la cohésite, cette forme dense du quartz qui ne se forme qu'à des pressions supérieures à 2 gigapascales. Mais c'est dans l'analyse géochimique que les premières anomalies sont apparues. Les concentrations en éléments du groupe du platine, iridium, osmium, ruthénium, platine lui-même, étaient élevées, comme on pouvait s'y attendre pour un impact d'astéroïdes métalliques. Mais les rapports isotopiques de ces éléments ne correspondaient pas exactement aux signatures connues des météorites ferreuses. Il y avait un excès d'osmium 1807 par rapport à l'osmium 1806, un rapport qui suggérait quoi exactement? Une contamination par du matériel crustal, une météorite d'un type inhabituel, ou quelque chose de plus étrange encore. J'ai passé des heures à vérifier mes mesures, à recalibrer mes instruments,
à chercher des erreurs dans mes protocoles. Mais les résultats étaient reproductibles. Quelle que soit la méthode utilisée, les rapports isotopiques restaient anormaux. Une autre anomalie concernait les éléments volatiles. Le soufre, le chlore, le fluor. Leur abondance dans les verres d'impact était inhabituellement élevée, bien supérieure à ce qu'on observe typiquement dans les brèches d'impact terrestres. Cela pouvait signifier que la cible de l'impact, la roche qui se trouvait à cet endroit avant la collision, contenait des quantités importantes de minéraux riches en ces éléments. Peut-être des évaporites, ces dépôts de sel qui se forment par évaporation d'eau de mer, dans des bassins fermés. Mais le Groenland, à l'époque de l'impact, quelle que soit cette époque, n'était pas une région connue pour ses dépôts d'évaporites. Le socle précambrien de cette partie de l'île est constitué principalement de roches métamorphiques de haute température, granit et gneiss, dépourvus de minéraux évaporitiques. D'où venaient ces volatiles? J'ai partagé ces observations avec le reste de l'équipe lors d'une de nos réunions du soir. Les réactions ont été diverses. Certains, comme Kurt Giard, ont proposé des explications conventionnelles, contamination, hétérogénéité de la cible, effet de fractionnement pendant la fusion. D'autres, comme Anna Björk, étaient plus perplexes. Ces données sont inhabituelles, a-t-elle reconnu. Mais inhabituel ne signifie pas impossible. Chaque cratère d'impact est unique. Les conditions locales, composition de la cible, angle d'incidence de l'impacteur, vitesse de la collision, influencent énormément les produits de l'impact. Il est possible que Hiawatha soit simplement un cas extrême, une combinaison de facteurs que nous n'avons pas encore rencontrés ailleurs. C'était une explication raisonnable, et j'aurais dû m'en satisfaire. Mais quelque chose me tracassait. Ces anomalies ne semblaient pas aléatoires. Elles semblaient pointer dans une direction, suggérer une cohérence que je n'arrivais pas encore à saisir. Et puis il y avait la question de l'âge. Les premières datations argon-argon que nous avons pu effectuer sur les aires d'impact ont donné des résultats déroutants. La méthode argon-argon repose sur la désintégration du potassium 40, un isotope radioactif présent dans de nombreux minéraux, en argon 40, un gaz noble qui s'accumule dans le réseau cristallin. Lors d'un impact, la chaleur extrême remet à zéro ce chronomètre en expulsant l'argon préexistant. L'argon qui s'accumule ensuite dans le minéral refroidi mesure le temps écoulé depuis l'impact. Nos premières mesures ont donné un âge de 58 millions d'années. 58 millions d'années. Pas 12 800 ans, comme l'hypothèse du Dryas récent l'aurait voulu. Pas quelques centaines de milliers d'années, comme certains modèles intermédiaires le suggéraient. 58 millions d'années au Paléocène tardif, bien avant l'apparition des premiers hominidés, bien avant la formation de la calotte glaciaire du Groenland, à une époque où notre planète était encore en train de se remettre de l'extinction des dinosaures. Quand j'ai annoncé ces résultats à l'équipe, le silence a été total. Kurt Carr a été le premier à parler. « Es-tu sûr de ces chiffres, Henrik? Il n'y a pas d'erreur possible dans la mesure ?» J'ai secoué la tête. J'ai répété l'analyse 3 fois sur des échantillons différents. Les résultats sont cohérents à quelques millions d'années près. L'impact date du Paléocène. Mais alors, la couche de sphérules que nous avons trouvée à 300 mètres de profondeur, elle n'est probablement pas liée à Hiawatha. Elle pourrait provenir d'un autre événement, une éruption volcanique majeure peut-être, ou un impact plus petit et plus récent quelque part ailleurs dans le monde. Nous devrons l'analyser plus en détail pour en être sûrs. L'atmosphère dans la tente Mess était lourde. Je sentais la déception de Carr, qui avait espéré prouver un lien entre Hiawatha et le Dryas récent. Mais je sentais aussi autre chose, une excitation nouvelle, teintée d'appréhension, face à ce que cette datation impliquait. Un cratère de 30 et 1 kilomètre de diamètre, formé il y a 58 millions d'années. À cette époque, le Groenland ne se trouvait pas à la même position qu'aujourd'hui. La dérive des continents l'avait placé quelques degrés plus au sud, dans des latitudes tempérées, où régnaient des forêts subtropicales peuplées de mammifères primitifs et de reptiles. L'impact avait dû dévaster cette région, anéantir toute vie sur des milliers de kilomètres à la ronde, peut-être déclencher les changements climatiques à l'échelle globale. Et pourtant, cet événement cataclysmique n'avait laissé aucune trace dans les archives géologiques connues.
Pas de couche d'extinction massive datant de 58 millions d'années. Pas d'anomalie chimique identifiée dans les sédiments marins de cette époque. Rien. Comment un impact de cette magnitude avait-il pu passer inaperçu pendant si longtemps? J'ai passé les jours suivants à éplucher la littérature scientifique, à chercher des indices que d'autres chercheurs auraient pu manquer. J'ai trouvé quelques références à des anomalies géochimiques mineures datant du Paléocène tardif, des variations dans les rapports isotopiques du carbone, des fluctuations dans les populations de foraminifères marins, mais rien de concluant. Rien qui puisse être directement relié à un impact majeur. C'était comme si le cratère de Yawata avait existé dans une bulle, isolé du reste de l'histoire géologique de la Terre. Comme si son secret avait été gardé, enfoui sous la glace, en attendant que nous venions le déterrer. Cette pensée me hantait, et plus les jours passaient, plus je sentais croître en moi un malaise diffus, une intuition que quelque chose dans cette histoire échappait à notre compréhension. Le moral de l'équipe a commencé à décliner vers la fin du mois d'août. Les journées sans fin de l'été arctique cédaient progressivement la place à de vraies nuits, d'abord crépusculaires puis de plus en plus sombres. Le froid s'intensifiait. Le vent, qui avait été relativement clément jusque-là, se faisait plus mordant, plus constant, chargeant l'air de cristaux de glace qui brûlaient la peau exposée, mais ce n'était pas seulement le climat qui pesait sur nous. C'étaient aussi les questions sans réponse, les anomalies inexpliquées, les tensions scientifiques qui commençaient à s'accumuler. Kurt Carr n'avait pas bien pris les résultats de la datation. Or, il n'avait pas contesté mes données. Il était trop bon scientifique pour cela. Mais je sentais sa frustration, sa déception face à l'effondrement de l'hypothèse du Dryas récent. Il passait de longues heures seul dans la tente communication, à rédiger des messages pour ses collègues restés au Danemark, à chercher des contre-arguments, des explications alternatives. D'autres tensions se manifestaient au sein de l'équipe. Les conditions de vie au camp étaient spartiates, et la promiscuité forcée commençait à user les nerfs de chacun. Des disputes éclataient pour des broutilles. Une place à table, un outil mal rangé, une procédure de sécurité négligée. Rien de grave, mais l'atmosphère devenait électrique, chargée d'une hostilité latente qui n'avait rien à voir avec la science. Quant à moi, je me réfugiais de plus en plus dans le travail. Je passais mes journées dans la tente laboratoire, penché sur le microscope ou sur les écrans d'ordinateur, à analyser inlassablement les échantillons que nous avions récoltés. La nuit, ou ce qui en tenait lieu, je m'enfermais dans ma tente avec mon carnet de notes, à essayer de donner un sens aux données, à formuler des hypothèses, à les réfuter, à recommencer. Mon carnet de bord de cette époque est révélateur de mon état d'esprit. Je le relis aujourd'hui avec un mélange de fascination et d'embarras, tant certaines entrées semblent divagantes, presque fiévreuses. 21 août 2019, analysé aujourd'hui, une nouvelle série d'échantillons de suévite. Les anomalies isotopiques persistent. L'excès d'osmium 18 est confirmé rapport au OC860 OC866 de 1,47, alors que les météorites ferreuses typiques donnent des valeurs autour de 0,12 à 12 à 0,13. C'est comme si l'impacteur avait été contaminé par du matériel crustal ancien riche en rhénium avant l'impact. Mais comment? Les astéroïdes se forment dans l'espace, loin de toute contamination terrestre. À moins que non. Je divague. Il doit y avoir une explication simple que je ne vois pas encore. 24 août 2019, insomnie. Passer la nuit à examiner les profils radars du cratère. Quelque chose me tracasse dans la morphologie du pic central. Sa forme n'est pas tout à fait circulaire. Elle présente une légère asymétrie vers le nord-est. Cela pourrait indiquer un angle d'incidence oblique de l'impacteur, ou une hétérogénéité dans la résistance du substrat, ou autre chose. Le vent hurle dehors. J'entends des craquements dans la glace, des grondements sourds qui semblent venir de très loin sous la surface. Le glacier est vivant, il respire, il se souvient. Le 27 août 2019, découvert aujourd'hui une nouvelle anomalie dans les échantillons de glace profonde. À environ 580 mètres de profondeur, juste au-dessus de l'interface glace-roche, une couche de quelques centimètres d'épaisseur contient des concentrations anormalement élevées de méthane et de dioxyde de carbone.
Ces gaz sont piégés dans de minuscules inclusions, des bulles microscopiques dispersées dans la matrice glacée. D'où viennent ces gaz? La décomposition de matière organique enfouie, des émanations du socle rocheux, ou quelque chose en rapport avec l'impact lui-même? Je ne sais plus quoi penser. Chaque réponse engendre 10 nouvelles questions. 30 août 2019, dispute avec Qajar ce soir. Il m'a accusé de saboter l'expédition avec mes doutes et mes réserves. J'ai répondu que la science n'avançait que par le doute, que c'était notre devoir de questionner nos hypothèses plutôt que de les défendre aveuglément. La conversation a dégénéré. Des mots ont été échangés que nous regretterons peut-être. Maintenant il y a un froid entre nous, plus glacial encore que l'air arctique. Je me sens seul. Seul face à ce mystère qui s'épaissit au lieu de se clarifier. Seul face à cette glace qui garde ses secrets avec une obstination millénaire. Ces notes reflètent l'état de fatigue et de tension dans lequel je me trouvais à cette époque. L'isolement arctique, le manque de sommeil, l'accumulation de données contradictoires. Tout cela pesait sur mon esprit, le poussant vers des spéculations de plus en plus hasardeuses. Et pourtant, je reste convaincu aujourd'hui que mes intuitions de l'époque n'étaient pas entièrement infondées. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce que nous avions découvert, quelque chose qui dépassait le cadre habituel de la géologie des impacts. Les anomalies que j'avais notées n'étaient pas des artefacts ou des erreurs de mesure. Elles étaient réelles, et elles attendaient toujours une explication satisfaisante. Mais cette explication, je ne la trouverais pas dans la tente laboratoire du camp Hiawatha. Elle m'attendait ailleurs, dans un lieu que je n'avais pas encore imaginé, à la faveur d'un événement que je n'avais pas prévu. Le 3 septembre 2019, une fenêtre météorologique s'est ouverte. Le vent est tombé. Les nuages se sont dissipés. Et pour la première fois depuis des semaines, le soleil, bas sur l'horizon désormais, mais encore présent, a illuminé le paysage d'une lumière cristalline. J'ai décidé de profiter de cette accalmie pour effectuer une reconnaissance de terrain que je voulais me rendre sur le bord oriental du cratère, là où les profils radars suggéraient l'existence d'une zone de contact entre les roches d'impact et le socle non affecté. Si je pouvais prélever des échantillons de cette zone de transition, j'obtiendrais peut-être des informations cruciales sur la géométrie de l'impact et sur les processus de formation du cratère. J'ai annoncé mon intention au reste de l'équipe lors du petit déjeuner. Qajar a froncé les sourcils. C'est loin, Rick, et le terrain est dangereux. Des crevasses, des séracs, de la glace instable. Tu ne devrais pas y aller seul. Je ne serai pas seul. Je prendrai la radio et le GPS. Et je connais les procédures de sécurité. Il a hésité, puis a hoché la tête avec réticence. D'accord. Mais si tu n'es pas rentré avant 18 heures, on envoie l'équipe de secours. J'ai acquiescé et j'ai commencé à préparer mon équipement. Combinaison thermique, crampons, piolets, cordes d'encordement, matériel de prélèvement géologique, ration de survie, trousse de premier secours. Le tout pesait près de 20 kg, une charge conséquente pour une marche sur glacier, mais je ne voulais prendre aucun risque. Je suis parti vers 9 heures du matin. Le soleil était déjà haut, si l'on peut qualifier de haut un astre qui ne dépassait guère les 10 degrés au-dessus de l'horizon. Et la surface du glacier scintillait comme un champ de diamants. L'air était froid mais immobile, d'une pureté qui brûlait les poumons. Les premiers kilomètres ont été relativement faciles. Je suivais une route que nous avions déjà balisée lors des campagnes de mesure radar, évitant les zones de crevasses connues, progressant d'un pas régulier sur la neige durcie. Le paysage était d'une beauté sévère, austère, un désert blanc ponctué de séracs bleutés et de congères sculptées par le vent. Mais à mesure que je m'éloignais du camp, le terrain est devenu plus difficile. Les crevasses se faisaient plus nombreuses, plus larges, certaines masquées par des ponts de neige fragiles qui menaçaient de s'effondrer au moindre poids. J'ai dû ralentir, sonder le terrain devant moi avec mon piolet, contourner les passages les plus dangereux. Vers midi, j'ai atteint la zone que je visais. D'après mes calculs, je me trouvais à environ 3 km à l'intérieur du périmètre du cratère,
à proximité de ce que les profils radars identifiaient comme le rebord surélevé de la structure. Sous mes pieds, à quelques 700 mètres de profondeur, la roche portait les stigmates de l'impact, bréchifiée, fracturée, soulevée par le rebond de la croûte après la collision. J'ai cherché un endroit pour m'installer et effectuer mes prélèvements. J'ai trouvé un affleurement rocheux, un Nunatak miniature, à peine quelques mètres de haut, qui perçait la surface du glacier. Ce genre d'affleurement est rare sur les glaciers émissaires du Groenland, où la glace est généralement trop épaisse pour laisser émerger le socle. Mais ici, à proximité du bord du cratère, l'érosion glaciaire avait mis au jour un fragment de la structure profonde. Je me suis approché de l'affleurement avec précaution, testant la solidité de la glace à chaque pas. La roche qui émergeait était sombre, presque noire, avec une texture rugueuse et des reflets vitreux par endroits. Même à l'œil nu, je pouvais voir qu'il ne s'agissait pas d'une roche ordinaire. Elle avait l'aspect caractéristique d'une brèche d'impact, un mélange chaotique de fragments anguleux cimentés par une matrice vitreuse. J'ai sorti mon marteau de géologue et j'ai commencé à prélever des échantillons. Chaque coup résonnait dans le silence arctique avec une netteté presque douloureuse. La roche était dure, résistante, mais elle cédait par éclats sous les impacts répétés. J'ai rempli plusieurs sacs d'échantillons, notant soigneusement la position et l'orientation de chaque prélèvement. C'est alors que je l'ai vu. Dans une fracture de la roche, à demi dissimulée par la glace qui s'y était infiltrée, un objet attira mon attention. Quelque chose qui n'avait pas sa place dans une brèche d'impact vieille de 58 millions d'années. Quelque chose qui n'avait, à vrai dire, sa place nulle part dans ce paysage. C'était un fragment de métal, non pas du fer météoritique, que j'aurais reconnu à sa texture et à sa couleur caractéristique, mais un métal différent. D'un gris argenté, avec une surface lisse et régulière qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu dans mes années d'études des impacts. Le fragment avait à peu près la taille de mon poing, et il était partiellement enchâssé dans la roche vitreuse, comme s'il avait été incorporé au magma d'impact avant sa solidification. J'ai resté immobile pendant de longues secondes, le regard fixé sur cet objet impossible. Mon esprit scientifique cherchait des explications rationnelles. Un fragment d'équipement moderne, tombé d'un avion, un débris de satellite rentré dans l'atmosphère, une formation minérale inhabituelle que je ne connaissais pas. Mais aucune de ces explications ne tenait. L'objet était trop profondément incrusté dans la roche pour être récent. Sa position, son orientation, la façon dont la brèche l'enveloppait, tout indiquait qu'il était là depuis des millions d'années, depuis la formation même du cratère. J'ai sorti mon marteau, et j'ai tenté d'extraire le fragment de la roche. La tâche s'est révélée plus difficile que prévu. Le métal était solidement ancré, et je craignais de l'endommager en frappant trop fort. Au bout de plusieurs minutes d'effort, j'ai réussi à dégager un petit morceau d'environ 2 cm de long que j'ai immédiatement placé dans un sac d'échantillons hermétiques. Mes mains tremblaient, pas seulement à cause du froid. J'ai regardé ma montre. 14h30. J'avais encore le temps avant la limite fixée par K, mais soudain je ne voulais plus rester seul sur ce glacier. Je voulais rentrer au camp, analyser ce que j'avais trouvé, comprendre ce que cela signifiait. J'ai rangé mon matériel et j'ai commencé le chemin du retour. C'est alors que les choses ont mal tourné. Je m'étais écarté de ma route initiale pour contourner une zone de crevasse particulièrement dense. Le terrain semblait stable, la neige bien tassée sous mes crampons. Mais au moment où je posais le pied sur ce qui me semblait être une surface solide, j'ai senti le sol se dérober sous moi. Un pont de neige, masquant une crevasse. Je suis tombé. La chute n'a duré qu'une fraction de seconde, mais elle m'a semblé interminable. J'ai eu le réflexe de jeter mes bras en croix, et mes coudes ont heurté les parois de glace de part et d'autre de la crevasse, stoppant ma descente. Je me suis retrouvé coincé à environ 3 mètres sous la surface, suspendu au-dessus d'un gouffre dont je ne voyais pas le fond. La panique m'a saisi pendant un instant, une terreur pure animale, qui a paralysé mes muscles et vidé mon esprit de toute pensée cohérente. Puis l'entraînement a pris le dessus. J'ai forcé mes poumons à inspirer lentement, régulièrement. J'ai évalué ma situation. Mes bras tenaient bon, mais la position était instable.
Les parois de la crevasse étaient lisses, glacées sans prise évidente. Mon piolet pendait à ma ceinture, hors de portée immédiate. Mon sac à dos, alourdi par les échantillons de roches, pesait sur mes épaules et menaçait de me déséquilibrer vers l'arrière. J'ai tenté de remonter en prenant appui sur les parois avec mes crampons, mais la glace était trop dure, trop lisse. Mes pointes d'acier glissaient sans mordre. Chaque mouvement faisait trembler ma position précaire, et je sentais mes coudes s'enfoncer imperceptiblement dans la glace friable des parois. Le temps s'est écoulé. Minutes? Heures? Je ne saurais le dire. J'ai crié, appelé à l'aide, mais ma voix se perdait dans le silence arctique. Le camp était à des kilomètres. Personne ne pouvait m'entendre. La fatigue a commencé à me gagner. Mes bras tremblaient sous l'effort. Le froid s'infiltrait à travers mes vêtements, engourdissant mes membres, ralentissant mes pensées. J'ai senti la résignation s'installer, cette acceptation tranquille de l'inévitable qui précède parfois la fin. Et c'est dans cet état, suspendu entre la vie et la mort au fond d'une crevasse arctique, que j'ai eu, comment l'appeler, une vision, une hallucination, un rêve éveillé provoqué par l'hypothermie et le manque d'oxygène. J'ai vu le cratère, non pas tel que les profils radars le représentaient, une coupe schématique, une abstraction géométrique, mais tel qu'il était, tel qu'il avait été au moment de l'impact. J'ai vu le ciel s'embraser quand l'astéroïde a traversé l'atmosphère, traînant derrière lui une queue de feu plus brillante que mille soleils. J'ai vu la forêt primitive qui couvrait cette terre avant la collision. Des séquoias géants, des fougères arborescentes, des palmiers. S'incliner sous le souffle de l'onde de choc, puis s'enflammer, puis se vaporiser. J'ai vu la roche elle-même se liquéfier, projeter des fontaines de magma vers le ciel obscurci, retomber en pluie de feu sur des centaines de kilomètres. J'ai vu la terre trembler, gémir, se cabrer sous le traumatisme de la collision. Et j'ai vu autre chose. Quelque chose que je ne peux pas décrire avec des mots, parce que les mots n'ont pas été inventés pour ça. Une présence. Une conscience. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là, au cœur de la destruction, mais qui y était quand même. Quelque chose qui m'observait depuis le fond des âges, depuis le fond de la glace, depuis le fond de mes propres pensées. Puis la vision s'est dissipée, et je suis revenu à la réalité, au froid, à la douleur, à la terreur, et à une voix qui m'appelait. « Henrique! Henrique! N'entends !» Cet écart. Avec deux autres membres de l'équipe, il avait déclenché les recherches quand je n'avais pas donné signe de vie à l'heure prévue. Ils avaient suivi mes traces dans la neige jusqu'à l'endroit de ma chute. En quelques minutes, ils avaient installé un système de secours, cordes, harnais, treuil manuel. J'ai senti la boucle du harnais se refermer autour de ma poitrine, puis la traction douce mais ferme qui me tirait vers le haut, vers la lumière, vers l'agit. Quand j'ai émergé de la crevasse, le soleil était couché depuis longtemps. La nuit arctique, une vraie nuit, noire et froide, avait pris possession du paysage. Les étoiles brillaient au-dessus de nos têtes avec une intensité que je n'avais jamais vue, même dans les déserts les plus reculés. J'étais en état de choc hypothermique épuisé, mais j'étais vivant. Et dans mon sac, soigneusement emballé dans son sachet hermétique, le fragment de métal attendait d'être analysé. Les jours qui ont suivi mon sauvetage ont été consacrés à la récupération physique et aux préparatifs du retour. L'été arctique touchait à sa fin et les conditions météorologiques se dégradaient rapidement. Le 10 septembre, un Twin Otter est venu nous chercher pour nous ramener à Kangerlussuaq, puis à Copenhague. Je n'ai parlé à personne du fragment de métal. Pas encore. Je voulais d'abord l'analyser moi-même, comprendre ce que j'avais trouvé avant de partager cette découverte avec mes collègues. Peut-être était-ce de la prudence scientifique, peut-être était-ce de la paranoïa, ou peut-être étais-je simplement incapable de mettre des mots sur ce que j'avais vu. Et cru voir. Au fond de cette crevasse. De retour au Danemark, j'ai consacré plusieurs semaines à l'analyse du fragment dans mon laboratoire de l'Institut géologique. Les résultats ont confirmé ce que je soupçonnais déjà. Ce métal n'était pas d'origine naturelle. Sa composition était principalement du fer, avec des traces de nickel, de cobalt et de chrome. Jusque-là, rien d'extraordinaire pour un métal météoritique. Mais la structure cristalline était anormale. Les métaux météoritiques présentent typiquement des motifs de Widmanstetten, ces figures géométriques caractéristiques qui se forment lors du refroidissement extrêmement lent,
sur des millions d'années, du métal dans l'espace. Or, mon échantillon ne présentait pas ces motifs. Sa structure était fine, homogène, comme celle d'un métal qui aurait été fondu puis refroidi rapidement, artificiellement. Plus troublant encore, j'ai détecté dans l'échantillon des traces d'éléments qui n'ont rien à faire dans un métal naturel. Du tungstène, du molybdène, du titane. Des éléments qui, sur Terre, ne sont jamais associés au fer dans les gisements naturels, mais qui sont couramment utilisés comme additifs dans les alliages industriels modernes. Comment un alliage industriel pouvait-il se retrouver incrusté dans une brèche d'impact vieille de 58 millions d'années? J'ai envisagé l'hypothèse de la contamination. Peut-être mon échantillon avait-il été pollué par un fragment d'outil moderne lors du prélèvement, mais j'avais été extrêmement prudent. Et l'examen microscopique montrait clairement que le métal était partie intégrante de la roche, pas une inclusion superficielle. J'ai envisagé l'hypothèse de l'erreur d'identification. Peut-être ce que je prenais pour une brèche d'impact n'en était pas une. Peut-être s'agissait-il d'une formation géologique plus récente qui aurait incorporé des débris métalliques modernes. Mais les analyses pétrographiques confirmaient sans ambiguïté la nature de la roche. C'était bien une suévite, avec tous les marqueurs caractéristiques d'un impact. Quartz choqué, verre de fusion, claste de haute pression. Il ne restait qu'une explication. Une explication que mon esprit rationnel refusait d'accepter, mais que les données m'imposaient avec une logique implacable. Le métal était là depuis l'impact, il faisait partie de l'impacteur lui-même, ou de quelque chose que l'impacteur avait transporté, quelque chose qui n'était pas naturel, quelque chose de fabriqué. Je n'ai jamais publié ces résultats. Comment l'aurais-je pu? Aucune revue scientifique n'aurait accepté un article suggérant la présence de technologies artificielles dans un cratère d'impact vieux de 58 millions d'années. J'aurais été la risée de la communauté scientifique, ma carrière aurait été ruinée et le secret de Hiawatha aurait été enterré sous une avalanche de scepticisme et de dérision. J'ai donc gardé le silence. J'ai rangé le fragment de métal dans un coffre de mon bureau, avec mes notes d'analyse et les photographies que j'avais prises. J'ai participé à la rédaction des articles officiels sur le cratère de Hiawatha, des articles qui décrivaient la morphologie de la structure, confirmaient son origine météoritique, proposaient une datation au Paléocène tardif, des articles prudents, rigoureux, qui ne mentionnaient rien d'anormal. Mais le secret me rongeait. Chaque nuit, avant de m'endormir, je revoyais la vision que j'avais eue au fond de la crevasse. Cette présence, cette conscience, ce regard venu du fond des âges. Et je me demandais ce que nous avions vraiment découvert sous la glace du Groenland. 5 ans ont passé depuis l'expédition au cratère de Hiawatha. J'ai pris ma retraite de l'Institut géologique l'année dernière, officiellement pour raison de santé. En réalité, je ne supportais plus de vivre avec ce secret, de croiser chaque jour des collègues qui ignoraient tout de ce que j'avais trouvé, de participer à des conférences où l'on discutait du cratère sans jamais effleurer sa vérité profonde. Je vis maintenant dans une petite maison sur la côte ouest du Jutland, face à la mer du Nord. Le vent qui souffle ici me rappelle parfois celui du Groenland, ce souffle glacial, chargé de sel et de mystère, qui semble porter les murmures d'un monde disparu. J'ai relu récemment les dernières publications sur le cratère de Hiawatha. Les recherches se poursuivent. De nouvelles campagnes de forage sont prévues, avec des équipements plus sophistiqués, capables d'atteindre le socle rocheux à travers toute l'épaisseur de la glace. Les scientifiques espèrent prélever des échantillons directement dans le fond du cratère, dater avec précision le moment de l'impact, reconstituer les conditions qui régnaient au Groenland il y a 58 millions d'années. Trouveront-ils ce que j'ai trouvé? Verront-ils ce que j'ai vu? Je ne sais pas. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Peut-être que certains secrets doivent rester enfouis, protégés par 1 kilomètre de glace et des millions d'années de silence. Peut-être que l'humanité n'est pas prête à affronter ce qui dort sous Hiawatha. Ou peut-être que je me trompe. Peut-être que mon fragment de métal n'est rien d'autre qu'une anomalie géologique, une curiosité sans signification, un caprice de la nature que je n'ai pas su interpréter. Peut-être que la vision que j'ai eue au fond de la crevasse n'était qu'une hallucination provoquée par l'hypothermie et la terreur.
un rêve sans substance ni vérité. Je ne le saurai probablement jamais, et cette incertitude est peut-être la chose la plus difficile à porter. Ce que je sais, c'est ceci: il y a 58 millions d'années, un objet venu de l'espace s'est écrasé sur ce qui allait devenir le Groenland. L'énergie libérée par cette collision a causé un cratère de 30 et 1 km de diamètre, vaporisé des centaines de kilomètres cubes de roches, transformé le paysage à jamais. Puis la glace est venue, lentement, inexorablement, recouvrir cette cicatrice d'un linceul blanc, effacer les traces de la catastrophe, garder le secret pendant des éons. Et maintenant, le secret commence à se dévoiler. Les radars ont percé le voile de glace. Les forages ont atteint les profondeurs. Les échantillons ont révélé leurs indices. Nous savons que le cratère existe. Nous savons qu'il est ancien. Nous savons qu'il témoigne d'une violence cosmique qui dépasse notre imagination. Mais savons-nous vraiment ce qu'il contient? Je regarde la mer du Nord par ma fenêtre. Les vagues roulent sur le sable gris, inlassablement, comme elles le font depuis des millions d'années. Le vent siffle entre les dunes, portant des odeurs d'algues et d'embrun. Le soleil décline à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées qui me rappellent la lumière de minuit du Groenland. Je repense à ce que j'ai vu, à ce que j'ai trouvé, à ce que je ne comprends pas. Et je me demande si quelqu'un, un jour, aura le courage de chercher la vérité jusqu'au bout, de forer jusqu'au cœur du cratère, de déterrer ce qui est enfoui depuis 58 millions d'années, de découvrir ce que la glace a si longtemps gardé. En attendant, le cratère de Hiawatha continue de dormir sous son manteau blanc, immobile, patient, éternel. Et moi, je continue de me souvenir. Henrik Larsen, Ashvidsand, Danemark, décembre 2024. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.